Merci beaucoup. Je fais vraiment ces tournées de conférences à travers la France avec énormément de plaisir parce que c'est la France, parce que c'est vous, parce que c'est nous, parce que c'est la France que j'aime et que j'ai des choses à dire au pays que j'aime. Voilà, donc je vous remercie d'être là, vraiment. Croyez que le plaisir est le mien avant tout. Voilà. À la fin des années 60 est apparu en France, pour ce que j'en ai vu, mais en Europe, et ça s'est propagé dans le monde entier, ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. La révolution sexuelle a été accompagnée de la généralisation de la pilule, elle a été suivie assez rapidement par la légalisation de l'avortement, et à l'heure actuelle, la libération sexuelle, elle est absolument inscrite dans les mœurs, tout le monde couche avec qui il veut. Ça n'était pas le cas avant. Là, il y avait une morale de la famille, une morale familiale qui était assez stricte et absolument toutes ces valeurs ont été totalement renversées. Nous sommes entrés dans un autre paradigme. Tout ce qui concerne les mœurs a été totalement bouleversé. En 2008, alors la révolution sexuelle, je peux la situer, l'arrivée en France en 1967, c'est-à-dire la pilule, et en 2008, c'est-à-dire 40 ans plus tard, est apparue aux Nations Unies la notion de droit sexuel. Et là, vraiment, on voit que les droits sexuels, c'est l'aboutissement de cette révolution sexuelle. On a à présent, d'après un document qui a le soutien des Nations Unies, et un document qui a été élaboré par le planning familial. Le planning familial a beaucoup contribué, bien sûr, à la révolution sexuelle, puisque le planning familial a diffusé la contraception et l'avortement en masse. Donc, il y a un document de l'IPPF, c'est-à-dire la Fédération internationale du planning familial, qui est totalement relayé par l'ONU, qui a le soutien de l'ONU, et qui décrète, c'est un document de à peu près 35 pages, je crois 35 ou 36, que je vous recommande d'aller voir sur Internet. Il est en libre accès extrêmement facilement. Allez lire ça. Je peux vous résumer ce qu'il y a dans ces 35 pages en vous disant que les droits sexuels, c'est le droit de jouir accordé à tout le monde. Voilà, le droit de jouir. Est-ce que vous avez imaginé une fois que la jouissance puisse entrer dans le droit? On marche complètement sur la tête, c'est une folie sans nom. Et parmi les multiples objectifs de ces, de toutes ces préconisations, nous avons, et je vais vous en parler d'abord, et ensuite nous passerons à d'autres faces de cette libération et de ce que représentent les droits sexuels, mais une des premières préconisations, et vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose, de cette charte, c'est de définir la lutte contre l'homophobie comme quelque chose de très important. C'est-à-dire que l'homophobie, ça n'existait pas, c'est une notion qui existe depuis peu et qui correspond, la lutte contre l'homophobie correspond en fait à une gigantesque campagne mondiale en faveur de l'homosexualité. Ça n'avait jamais existé avant. Et ça n'est pas en France, ça n'est pas en Europe, c'est absolument partout. Je crois que Vladimir Poutine résiste héroïquement, d'ailleurs et efficacement. Je crois qu'il a chassé définitivement les gay pride de Russie, mais vous avez tous les pays, absolument tous les pays du monde qui ont quelque chose à attendre des Nations Unies sont obligés d'en passer par la politique des Nations Unies en matière d'homosexualité, c'est-à-dire promotion plus azimuth. Alors, que disent les documents des Nations Unies concernant l'homosexualité? Ils disent que les minorités sexuelles sont des minorités réputées persécutées. Du moment que vous êtes une minorité, vous êtes forcément persécuté. Pourquoi? Parce que la majorité ne pense pas comme vous. Donc, on vous discrimine. Et vous voilà victime et vous allez être maintenant... vous allez avoir le droit de récriminer et de demander des compensations. On trouve sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, alors là je quitte les Nations Unies et je rentre dans la République française, on trouve sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont le ministre est Madame Geneviève Fioraso, en tout cas elle l'était au moment de la publication de ce texte il y a 2-3 ans, on trouve une brochure qui s'intitule « Reconnaître pour mieux agir, homophobie, lesbophobie, biphobie, transphobie ». C'est un document qui entend lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, etc. Et c'est un document qui porte l'estampille du Conseil des ministres. C'est-à-dire que ce n'est pas Mme Fioraso dans son petit coin qui a fait ça. Elle a reçu instruction du Conseil des ministres. Et il est dit dans ce document que des études concluent que l'attitude hostile envers les homosexuels, ce qu'on appelle l'homophobie, est responsable d'un taux de suicide accru chez les jeunes qui en sont les victimes. C'est-à-dire qu'en fait, le ministère fait le constat que l'homophobie, la haine, l'hostilité envers les homosexuels fait que ceux-ci se suicident
considérablement plus que les autres. Donc vous avez un taux de suicide qui pose problème. Et il est de fait qu'il est de la responsabilité d'un État de régler ce genre de problème. Enfin, ça semble à peu près tomber sous le sens. Et il ne faut pas seulement lutter contre l'homophobie, d'après ce document, mais il faut lutter contre toutes les autres phobies répertoriées. Alors LGBT, L pour lesbienne, gay pour gay, on dit maintenant gay en anglais, on pourrait dire sodomite, on pourrait dire inverti, on dit maintenant gay, parce que homosexuel c'est pour homme-femme, mais on dit gay parce que de toute façon la campagne vient d'Amérique, hein, c'est passé par les Américains chez nous, donc pourquoi pas utiliser un mot anglais. Bi pour bisexuel, T pour transsexuel, en attendant que la liste s'allonge, ce qu'elle fait régulièrement. Après, il y a intersexuel, il y a métrosexuel, il y a machin, il y a quoi, etc. Bon, tous ces gens-là, qui ont des mœurs qui ne sont pas orthodoxes, sont considérés comme des minorités, réputées, persécutées, et il va falloir prendre leur défense. Alors, pour savoir d'où vient cette information comme quoi les jeunes homosexuels se suicident plus que les autres. Si c'est un problème, il doit y avoir des sources. Alors, 2 études ont été retenues dans ce document, donc du ministère de l'Enseignement supérieur, qui ont été signées par SOS Homophobie et le collectif des associations des étudiants LGBT d'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on a confié l'étude sur les LGBT-phobies à des militants de l'association. C'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait une enquête. Je veux dire, s'il y a véritablement un taux de suicide plus important, on ne va pas demander aux militants qui veulent absolument récupérer des droits supplémentaires de statuer sur le sujet. Donc, ces organisations militantes sont juges et parties, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, s'il est vrai qu'il y a un taux de suicide supérieur chez les homosexuels, mais il va falloir chercher ailleurs l'information. Alors, il y a en fait d'autres sources concernant ce taux de suicide. Il y a l'étude de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPS. L'INPES, c'est un organisme de veille sanitaire du ministère de la Santé. Donc lui, l'INPS, est habilité pour diligenter des enquêtes statistiques pour savoir si effectivement il y a un problème de taux de suicide supérieur chez les homosexuels que chez les autres. Et effectivement, le document de l'INPS que j'ai eu entre les mains dit que des travaux menés à l'étranger puis en France ont mis en évidence, et là je cite, des prévalences de suicides plus importantes dans la population lesbienne, gay et bisexuelle. Et ils ont identifié la discrimination comme un facteur associé à une importante souffrance psychologique qui peut se traduire par des tentatives de suicide. Donc vous avez là une étude qui ne donne ni chiffres relatifs, ni chiffres absolus, ni chiffres du tout, ni date d'enquête, ni d'échantillonnage des populations, et dont les résultats se résument à un vague « peut se traduire par des tentatives de suicide ». C'est quand même sérieux, ça. Alors, peut se traduire ou se traduit? La question est posée. Et ça ne se traduit pas par des suicides, mais par des tentatives de suicide. Donc des tentatives de suicide, il y en a combien? Alors, ils se suicident vraiment ou pas? On aimerait savoir. Mais c'est avec ces approximations qu'on va vous décréter dans tous ces documents que l'homophobie tue. Ah oui, combien? Qui ça? Des chiffres, des sources, des dates. On n'en aura pas. Et on lance de gigantesques et coûteuses campagnes nationales en direction des étudiants, en direction des élèves et même en direction des plus petits, parce que l'heure est grave, il faut, figurez-vous, lutter contre l'homophobie. Tout le monde sur le pont, et le gouvernement s'y met, il s'y colle. Il y a peut-être d'autres sources que des sources françaises, alors on va les chercher à l'étranger, et on apprend que des organismes internationaux ont également planché sur le sujet. C'est toujours le document qui nous le dit. Et je cite, « Les enquêtes internationales menées en population générale confirment l'existence d'un risque plus élevé de tentatives de suicide parmi les minorités sexuelles en comparaison des hétérosexuels exclusifs. » Où? Quand? Combien? Source? Zéro. Il n'y en a pas. Tout ce dont on dispose pour lancer une campagne nationale, tous azimuts, pour promouvoir l'homosexualité, c'est des vagues allégations complètement brumeuses, fondées sur rien du tout. D'autre part, si les jeunes homosexuels sont plus souvent tentés par le suicide que les autres, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit les homophobes qui sont la cause de leur suicide. Peut-être que c'est leur problème à eux. On ne sait pas. Il y a quand même des gens qui se sont penchés sur le sujet avec un peu plus de sérieux, et notamment j'ai découvert qu'une école de droit californienne qui s'appelle le Williams Institute a mené une enquête en 2011. Et de cette enquête, alors une enquête faite avec des moyens d'enquêteurs, avec des statistiques, avec des questionnaires, avec
des échantillonnages, ils disent qu'environ 3,5% des adultes se considèrent comme homo ou bisexuels. La répartition entre homo et bi donne 1,8 au premier et 1,7 au second, c'est-à-dire qu'il y aurait 1,8% de la population qui serait gay, selon leurs critères. Ce qui laisse le modeste chiffre de 96,5% de la population qui n'est pas concernée par leurs troubles et leurs émois. Et c'est pourtant ces 95,6% de la population qu'on va harceler avec l'homophobie. C'est cette majorité qui est visée par les campagnes de sensibilisation à l'homophobie et au drame du suicide des jeunes homosexuels. Quand je vous disais tout le monde sur le pont, il y a une certaine Madame Vallaud-Belkacem qui s'est fait photographier, filmer. Dans un collège du Loiret en 2012, j'ai revisionné 3 fois la vidéo parce que j'arrivais pas à y croire. Je me disais, c'est pas possible. Elle a déclaré, elle était alors ministre des droits des femmes. Les femmes ont des droits. Moi, je connais le droit. Il paraît qu'on a des droits. Et puis nous, les femmes, on en a des spéciaux. Là, chez nous. Elle était donc en charge du droit des femmes et elle est allée dire dans un collège du Loiret, devant des adolescents médusés. Allez chercher la vidéo, je vous donne la date, tout ça, vous pouvez rechercher. C'est pratique avec Internet, en 3 clics, on retrouve tout. Elle leur dit, c'est la même chose d'être hétérosexuel, d'être homosexuel. Il n'y a pas une situation entre les deux qui est anormale. Non, ce n'est pas extraordinaire. C'est ça qu'il faut que vous le compreniez. C'est que les orientations sexuelles sont différentes. Certains homosexuels, certains sont hétérosexuels. C'est tout. C'est ça les droits des femmes. 2 ans plus tard, le 26 août 2014, elle deviendra ministre de l'Éducation nationale. Elle a un joli programme. En remplacement d'un Vincent Payon, qui dira, je cite, « La lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, public comme privé, doit compter au rang de vos priorités. » Et il écrit ça à tous les recteurs. J'ai vu, si vous regardez mes vidéos sur le sujet, cette lettre qu'il a envoyée a été mise en ligne. On peut la lire. La lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, pour lutter contre un taux de suicide dont personne n'a pu encore déterminer le montant, le chiffre, enfin la réalité en fait. Et il ajoute, je souhaite ainsi que vous accompagniez et favorisiez les interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes dès lors que la qualité et la valeur ajoutée pédagogique de leur action peuvent être établies. C'est-à-dire que je donne l'ordre que les associations LGBT qui font la promotion de l'homosexualité puissent venir raconter leur salade dans les écoles. Et ça, c'est fait, bien sûr, ça c'est fait. En janvier 2016, la chaîne publique FR3 Limousin, vous pourrez vérifier, a filmé une intervention bénévole, c'est beau. Les LGBT viennent dans les écoles, ils ne se font pas payer, c'est bien de leur part. 2 militants de SOS Homophobie qui sont venus expliquer aux adolescents l'importance de l'enjeu. Vous avez une paire d'homosexuels, couple, c'est un homme et une femme, qui sont venus dans les écoles, dans le Limousin, pour aller raconter comme l'homophobie les fait souffrir et comme l'homosexualité c'est bien. Eh bien, le commentaire du journaliste de FR3 Limousin a été « Chaque année, 30% des homosexuels de 16 à 25 ans essayent de se suicider. 1 sur 3. La télévision raconte qu'un homosexuel sur 3 essaye de se tuer. Alors, on n'a pas les chiffres des enquêteurs, mais on a les chiffres des journalistes. 1 sur 3, vous imaginez? Mais c'est monstrueux, 1 sur 3. Heureusement, le gouvernement socialiste veille. Un rapport a été remis au ministère de l'Éducation nationale en juin 2013 qui dit que le mal-être à l'adolescence, souvent ordinaire à cette période de la vie, bah oui, c'est presque une évidence. Je veux dire, l'adolescence, c'est le temps des troubles, est particulièrement accentué chez les jeunes homosexuels, gays et lesbiennes. Ah bon? Source? On ne sait pas. Il peut être la cause principale de l'échec scolaire et de comportements à risque, voire conduire au suicide. Ce mal-être provient souvent des LGBT-phobies, rejet des personnes homosexuelles ou de l'homosexualité, dont ces jeunes sont parfois victimes dans le cadre scolaire, familial ou social en général. C'est-à-dire que le rapport le plus officiel sur le sujet, le rapport dont le gouvernement va se servir, convient que le mal-être des jeunes homosexuels
peut être la cause principale, c'est même pas sûr, de comportements à risque, donc le suicide, et que cela provient souvent, donc pas toujours, des LGBT-phobies dont personne n'a réussi à exprimer, à décrire en quoi elles consistent. Parfois seulement, et pour résumer, les jeunes homosexuels sont mal dans leur peau, au point que certains d'entre eux se suicident, et que la raison provient, le cas échéant, c'est-à-dire totalement occasionnellement, du rejet que parfois leurs camarades leur expriment. Et bien avec ça, on va lancer une grande campagne. Et bien c'est avec ça qu'on va lancer une grande campagne. D'où la nécessité irrécusable de lutter contre l'homophobie à partir de quand, à votre avis? À partir de quel âge? Dès l'école primaire. Si, dès l'école primaire, on entre en primaire, on a 5-6 ans, oui ou non? Eh bien, on va leur parler homophobie, lutte contre l'homophobie. Le titre du rapport dont se réclame un certain Haut Conseil à l'égalité, dont je reparlerai plus loin, a publié « Éduquer contre l'homophobie ». Non, oui, c'est ça. Le titre du rapport dont se réclame le fameux Haut Conseil s'appelle « Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire », signé Michel Techenet, un socialiste bon teint. Il a été publié sous l'égide, tenez-vous bien, du Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC, le SNUIPP affilié FSI. Les instituteurs de 2013 ou les nouveaux hussards noirs de la République luttent désormais contre la LGBT-phobie. Leurs aïeux, au moins, ils apprenaient aux gosses à lire et à écrire. Ce que les gosses ne savent plus faire. Et alors, vous savez contre quoi il faut lutter? Alors moi, je ne résiste pas, parce que ça, vraiment, ça me fait rigoler depuis que j'ai découvert ça. Le truc le plus aberrant de leur truc, c'est qu'ils luttent contre la biphobie. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que la biphobie? Alors voilà, il y a des gens, ils sont homosexuels. Il y a des hommes, par exemple, ils veulent coucher avec des hommes. Puis des femmes, elles veulent coucher avec des femmes. Mais il y en a, ils mélangent. Ce sont des bi. Eh bien, il existe une maladie sociale grave qui s'appelle la biphobie. La biphobie. Il y a des gens qui sont biphobes et on va lutter contre la biphobie. Mais ils n'ont pas peur du ridicule. Alors moi, je vous préviens, je suis biphobe. Moi, j'ai pas de problème avec l'homosexuel. J'ai des amis homosexuels. Mais alors les biches, je suis pas. Je suis prise de tremblements, de palpitations. J'ai des suées là. C'est grave, docteur. Je suis biphobe. Ce syndicat d'instituteurs ose écrire « Des équipes d'école doivent prendre conscience de la nécessité d'agir très tôt pour combattre les stéréotypes et les comportements discriminatoires et pour que ne se fichent pas dans les esprits des convictions de hiérarchie des êtres et des sexualités. » Attendez, ils ont dit « des sexualités » et ils parlent à des gosses dans le primaire. La hiérarchie des sexualités. On va apprendre aux gosses « Mais non, c'est pareil d'être hétérosexuel, d'être homosexuel. » Qu'est-ce qu'un gosse de 6 ans comprend à ça? De quoi parle-t-on à ces gosses? Le programme est le suivant. L'école primaire a un rôle éminent à jouer pour éduquer et prévenir en utilisant différentes entrées dans les apprentissages. Le questionnement des stéréotypes de genre. Oh, vous savez ce que c'est le genre? C'est une notion qui a été importée par une américaine qui s'appelait Judith Butler, je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs, elle ne s'appelle pas, elle s'appelle toujours, qui différencie le sexe et le genre. Le sexe, c'est ce que vous avez reçu à la naissance, et le genre, c'est ce que la société c'est ce que vous montrez en société. Par exemple, Conchita Wurst, c'est un homme ou une femme? Allez savoir. Le genre, c'est ça, c'est le sexe qu'on a choisi. Ah bah oui, on choisit pas son sexe. On l'a reçu à la naissance, on choisit son genre. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se font des opérations lourdes pour changer de... Personne n'a jamais changé de sexe, on change d'apparence. Personne n'a jamais changé de sexe. Les opérations destinées à faire semblant de changer de sexe sont des opérations d'esthétique qui sont graves. Ils se mutilent, ils s'enlèvent des bouts ici, ils se les remettent là, mais ça n'est que de la chirurgie d'apparence. Ça ne change rien. Vous restez un homme quand vous êtes né un homme, vous restez une femme quand vous êtes une femme. La théorie du genre est une monstruosité. Et le syndicat des instituteurs dit qu'il faut enseigner aux enfants dès l'école primaire le questionnement sur les stéréotypes de genre.
savez ce que c'est, les stéréotypes de genre? C'est maman, elle reste à la maison. Ben ça, c'est très, très... Ah, c'est très vilain, ça. Maman, c'est beaucoup mieux à l'usine. Hein? Les relations amoureuses et les différents types de familles. Alors, c'est quoi les différents types de familles? Eh ben, il y a la famille, puis il y a la famille du mariage pour tous. Et voilà. C'est pas une jolie propagande, ça? Dès l'école primaire. Et notamment par le biais de la littérature de jeunesse. Alors là, ils en ont publié des bouquins. Alors, il y a un site qui s'appelle École et Sexe. Vous allez tous, en sortant de cette conférence, aller ouvrir ce site et vous allez voir ce qu'on propose aux gamins. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous ne faites pas sauter la baraque, je suis venu pour rien. Et l'éducation affective et sexuelle. Voilà, on va parler d'éducation affective et sexuelle aux élèves du primaire. Alors, ce rapport, rédigé par M. Téchenet sous l'égide du syndicat des instituteurs, valide totalement la théorie du genre. La théorie du genre est une monstruosité qui consiste à aller faire de la rota dans les écoles pour expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de choisir d'être un garçon ou une fille. Comment voulez-vous construire des personnalités avec des aberrations pareilles? C'est complètement fou. Et Madame Najat Vallaud-Belkacem a dit un jour à la télévision, la théorie du genre n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle l'a promue partout, mais elle n'existe pas. Pour Michel Téchenet, qui s'est positionné sur la théorie du genre, ils disent que ces études... Oui, alors, vous savez, le fin mot de l'histoire, pourquoi est-ce qu'elle a dit que la théorie du genre n'existe pas? Parce qu'en milieu autorisé, on ne dit pas la théorie du genre, on dit les études de genre. Alors, on joue sur les mots. Alors, pour Michel Téchenet, donc, ces études de genre nous enseignent que l'hétérosexualité, vous, je ne sais pas, mais c'est la sexualité. Il n'y a pas de sexe sans sexe opposé, sinon c'est pas du sexe. Bon, on appelle ça maintenant l'hétérosexualité, parce qu'il faut ouvrir une brèche pour les homosexuels, mais sinon, l'hétérosexualité, loin de découler du sexe biologique ou de l'identité sexuée, n'est pas la forme naturelle de la sexualité, mais sa forme dominante. Ah oui. C'est-à-dire que d'être attiré par les filles quand on est un garçon et d'être attiré par les garçons quand on est une fille, c'est pas naturel, c'est juste majoritaire, donc discriminatoire. Ah bah oui. Bah oui, vous avez pensé aux majorités? Dites, messieurs, quand vous regardez votre femme, vous avez pensé à tous les hommes qui sont jaloux et qui aimeraient que vous les regardiez eux? Donc, mais sa forme dominante, au sens où le système social la produit, c'est le système social, vous savez, on va dire dans 5 minutes, le capitalisme qui produit, la légitime et stigmatise et infériorise socialement celles et ceux qui s'en écartent. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hétérosexualité? Ben, c'est une oppression. Ben oui, puisque ça stigmatise ceux qui s'en écartent. Donc, l'hétérosexualité stigmatise l'homosexualité, puis stigmatiser, c'est pas bien, on est d'accord. Hein? Donc, l'école, là je cite, doit ouvrir un espace pour que s'exprime une parole positive sur les relations amoureuses, y compris entre personnes du même sexe. Eh bien, si c'est pas, allons-y. Faisons la promotion de l'homosexualité à l'école, c'est quoi d'autre? C'est quoi d'autre? Et dans le but de quoi? D'éviter des suicides dont personne ne sait combien il y en a, ni surtout d'où ils viennent. Quand il y en a. L'objectif est de faire approcher par tous les élèves, la légitimité et la réalité des relations amoureuses homosexuelles, quelles que soient les idées reçues de chacun. Fin de citation, c'est dans le rapport. Je répète. L'objectif est de faire approcher par tous les élèves la légitimité et la réalité des relations amoureuses homosexuelles, quelles que soient les idées reçues de chacun. Alors dites-vous bien, messieurs, quand vous êtes attirés par les dames, et mesdames, si vous êtes attirés par les messieurs, ou par madame ou par monsieur, soyons plus corrects, c'est parce que vous avez des idées reçues. Alors maintenant, voilà à quoi va servir l'école. Voilà à quoi vont être formés les instituteurs. Alors, toutes affaires cessantes, vous allez ouvrir le site écoleetsexe.fr. École et sexe en un seul mot. Vous allez aller regarder ce qu'il y a là-dedans. Je commence à recevoir, depuis que j'ai commencé à en parler, des messages de gens qui me disent « Maintenant, ça y est, j'ai compris. Je me mobilise. » Où est-ce qu'on s'inscrit? Ben, moi, je n'inscris pas, nulle part. Vous allez le faire, j'en suis sûr. Donc maintenant, c'est la norme qui est devenue perverse. Ben oui, on en arrive là. Écoutez bien, selon la sexologue Laura Beltran, parce qu'il y a des gens qui sont sexologues, qui sont spécialistes du sexe,
Ouais. Les rôles de sexe, caractérisés par une forte hétéronormativité, participent de la construction des adolescents qui vont chercher à s'affirmer en tant que fille ou garçon selon une norme sociale bien établie. Ainsi, les homosexuels vont être considérés comme des individus en marge et sont donc victimes de fortes discriminations. Les homos sont victimes de l'hétéronormativité. Non mais attendez, c'est elle qui le dit, hein, Laura Beltran. Un sexologue, une sexologue, vient de découvrir que les rôles de sexe sont hétéronormés. Bravo madame, félicitations. Moi, je n'ai pas fait d'études de sexologie, je devais ignorer ça. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité veut faire passer l'homosexualité comme une norme existant de toute éternité. L'homosexualité, c'est normal et depuis toujours, alors que statistiquement, l'homosexualité existe depuis toujours et elle a toujours été à la marge. L'homosexualité est une réalité, c'est pas la peine de la nier, il n'y a aucun intérêt à nier cette réalité, mais elle est marginale et on veut la faire générale. C'est ça qui est sous-tendu par tous ces textes. Donc l'école maintenant va promouvoir l'homosexualité à tous les étages. Avant les instituteurs qui se sont manifestés en 2013, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait décidé en 2012 d'un programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Les violences commises contre les homosexuels sont épouvantables. Vous savez, en France, les homosexuels, ils sortent dans la rue, on les pourchasse, on les lapide, on les crucifie. Oh. L'école, dit-il, a une obligation légale en matière d'éducation à la sexualité. Ah, vous savez ce que c'est l'éducation à la sexualité? Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Mais elle ne peut pas tout toute seule. L'éducation nationale ne peut pas tout faire toute seule. Donc, le 31 octobre 2012, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre socialiste, a décrété qu'en France, d'après les dernières enquêtes réalisées, un homosexuel sur 4 a déjà été agressé physiquement en tant qu'homosexuel au cours des 10 dernières années. D'où tire-t-il ces chiffres? D'où tire-t-il ces 1 sur 4? Il y en a 1 sur 3 qui se suicide et 1 sur 4 qui prend des coups. 1 sur 2 a déjà été agressé verbalement. Mais c'est une horreur. Écoutez, il n'y a pas plus doux que les Français en la matière. Il n'y a pas plus tolérant que les Français en la matière. Je veux dire, heureux comme un homosexuel en France, quand même. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Moi, le premier. Du moment qu'on ne vient pas m'agresser sous le nez. Hein. Les jeunes, dit-il, Jean-Marc Ayrault, les jeunes sont encore trop souvent victimes de harcèlement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Comment voulez-vous harceler un jeune sur son orientation sexuelle si vous ne la connaissez pas? C'est-à-dire, commencez déjà par ne pas vous exhiber, excusez-moi. Mais... Moi, si j'exhibe mes mœurs, je risque de prendre des coups, des gifles, des insultes, des moqueries. Qu'est-ce qu'on a besoin d'exhiber ces mœurs? C'est intime, ces choses-là. Arrêtez déjà de vous exhiber. Et alors, cela plonge beaucoup d'entre eux dans une grande souffrance et les expose à un risque accru de suicide. Fin de citation du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 1 sur 4 maintenant. 1 sur 4. Les jeunes sont les plus vulnérables face aux violences homophobes qui sont la première cause de suicide chez les adolescents. Alors là, on n'a toujours pas eu de statistiques, on n'a toujours pas eu d'enquête, on n'a toujours pas de chiffres, mais on sait que c'est la première cause de suicide chez les adolescents. Propagande mensongère. C'est de la propagande. Il n'y a aucune étude sérieuse qui étaye ça. Tout ça, c'est de la propagande tirée des documents des associations qui sont jugées parties. Il y a eu plusieurs études qui ont été publiées à la fin des années 90, au début des années 2000, dont une notamment qui avait été relayée par Le Monde, qui disait que les enfants élevés dans des familles homoparentales n'avaient aucun problème. Tout a été bidonné, tout a été démonté. J'en parle dans mon petit bouquin, là. Je démonte ces fausses statistiques et c'est absolument mensonger. Je veux dire, c'est le diable qui est là-dedans, excusez-moi, bon, on sait que je suis chrétienne. Là, vraiment, le mal est là, quoi. Le mensonge. Donc, le Premier ministre et tous les ministères disent qu'il faut lutter contre l'homophobie parce que c'est un crime condamné par la loi. Ah,
Saviez-vous ça? Saviez-vous ça? Que l'homophobie est un crime puni par la loi. L'homophobie est un crime, si. Il y a une loi contre ça qui s'appelle la loi Nouchet. Avez-vous entendu parler de Sébastien Nouchet? Moi, je me souviens très bien de Sébastien Nouchet, c'était en 2004. Sébastien Nouchet, c'est un homosexuel qui a été brûlé vif parce qu'il était homosexuel. On lui a renversé de l'essence et on a craqué une allumette. C'est dégueulasse, hein. C'est quand même bien un cas d'homophobie sordide. Bon, c'est pas une raison pour généraliser et dire que les Français brûlent tous les homosexuels avec des bidons à essence. Enfin, c'est un cas quand même. Et c'est un cas qui a conduit en prison un jeune homophobe. Ah bah quand même, c'est le moins qu'on puisse faire. Eh bien, le garde des Sceaux de l'époque, c'était le gouvernement Raffarin, c'était Dominique Perben. Il a dit « j'ai été bouleversé par ce qui est arrivé ». Alors, le Sébastien Nouchet, on l'a vu avec le visage complètement. C'est affreux, hein, c'est affreux, quelqu'un qui a été brûlé. Il n'est pas mort, hein, il n'est pas mort. Mais il a été vraiment atrocement brûlé, et il est passé à la télévision, ses parents ont été reçus par le ministre, et Dominique Perben a été tellement bouleversé qu'il a présenté un projet de loi qui a été adopté le 30 décembre 2004, qui s'appelle la loi contre l'homophobie ou loi Nouchet. Voilà, la loi Sébastien Nouchet. Voilà. Et alors, Perben nous dit, cette loi, c'est au fond quelque part la loi Nouchet pour faire prendre conscience à chacun qu'il est hors de question de s'en prendre comme ça à des minorités, quelles qu'elles soient. D'accord? Bon, alors maintenant la vérité. Ok? Bon, premièrement, l'agression dont a été victime Sébastien Nouchet n'était sans doute pas homophobe, et en plus, c'était probablement pas une agression non plus. Enfin, en gros, il s'est brûlé tout seul. Donc, il n'y a pas eu d'agression homophobe. Il n'y a pas eu un vilain homophobe qu'on a mis en prison pour homophobie. On a fait ressortir un innocent qui a été injustement accusé par un type qui s'est brûlé tout seul. Et qui, cornaqué par le lobby LGBT, a voulu faire croire qu'on s'en était pris à lui parce qu'il était homosexuel. Donc tout est faux. Mais on partirait la loi, attendez, il ne faut pas exagérer. Maintenant qu'on a une belle loi, on va la garder. Hein? Donc à partir de maintenant, c'est plus grave d'agresser un homosexuel qu'un hétérosexuel. Pourquoi? Parce que. Voilà. Dites-vous bien pour ces choses-là, la seule réponse à pourquoi, c'est parce que. Et il n'y en a pas d'autre. L'UNESCO. Savez-vous que vos enfants, nos enfants, moi je n'en ai pas, mais je considère les enfants de France également comme mes enfants, c'est très français ça, nos enfants les intéressent. Et l'UNESCO a un programme d'éducation sexuelle en classe. Ah ben, l'UNESCO, c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe d'éducation et de culture, d'accord? Donc ils ont un programme pour les enfants entre 5 et 8 ans. Ah, l'éducation sexuelle à partir de 5 ans. Ça rejoint ce que... Alors les autres, c'était juste l'homophobie, là. Hein, mais là, c'est l'éducation sexuelle à partir de 5 ans, telle que promue par les Nations Unies et par l'intermédiaire de l'UNESCO. Alors, j'ai quelques petites bribes, hein, les documents sont énormes, je veux dire, allez les lire, lisez-les in extenso, j'en prends quelques petits exemples ici et là, par rapport à une foule, à une masse. On va apprendre à un enfant entre 5 et 8 ans, tenez-vous bien, je cite, « L'individu a le droit de prendre ses propres décisions. » Et les parents, là, ils sont où? On va inculquer aux gosses, vous mettez vos gosses à l'école, et pendant que vous avez le dos tourné, on leur explique, tu sais, tu as le droit de décider pour toi. C'est-à-dire qu'on sape l'autorité des parents, là. Hein? Les parents et les autres membres de la famille guident et orientent leurs enfants dans leurs décisions. Ah ouais, les parents sont des guides maintenant, ce ne sont plus des protecteurs, ce ne sont plus des décideurs. Les parents donnent des conseils. Et puis un conseil, hein, vous en faites ce que vous voulez une fois que vous l'avez reçu. Et ils guident leurs enfants à prendre leurs décisions. On inculque aux gosses qu'ils ont le droit de décider pour eux-mêmes. Ça, c'est la fin de l'enfance. Ça, c'est l'horreur. Parce que ça, c'est la fin de l'autorité parentale, donc de la protection parentale. Il n'y a pas plus protecteur qu'un père. On va tuer les pères. Et on va... Alors, mais ce n'est pas tout. Il est dit également à ces petits-enfants, des adultes de confiance peuvent être des sources d'aide et de soutien. C'est-à-dire qu'on va inculquer à des gosses entre 5 et 8 ans qu'il n'y a pas que papa et maman, il peut y avoir d'autres adultes. Des adultes de confiance. Confiance de qui, au fait? Est-ce que c'est les parents qui ont confiance dans cet adulte ou est-ce que c'est l'enfant éventuellement suborné qui aura donné sa confiance à on ne sait pas qui? Mais ce que je vous raconte, ce sont des textes publiés. Hein. Vous avez bien compris que Marion Sigaud, elle ne délire pas là. Hein.
Qu'est-ce qu'un abus sexuel? C'est important de définir un abus sexuel à un gosse de 5 ans, vous êtes d'accord? Bon, alors, écoutez bien. Il existe des pratiques positives et des pratiques néfastes qui ont une incidence sur la santé et le bien-être dans la société. Bon début. Des attouchements incorrects et des relations sexuelles non désirées et imposées comme le viol sont des formes d'abus sexuels. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi là l'énormité de ce que je viens de dire. S'il existe des attouchements incorrects, ça veut dire qu'il y en a des corrects. Et s'il existe des relations sexuelles non désirées, ça veut dire qu'il y en a qui sont désirées. On parle à des gosses de 5 à 8 ans. On est en train d'introduire l'idée que si l'enfant est d'accord, il n'y aura pas d'abus. On est d'accord? On parle à des enfants de 5 à 8 ans. J'ai pas fini. On va expliquer aux enfants qu'il est naturel d'explorer son corps, y compris ses parties privées. C'est quoi les parties privées d'un corps? Ah, au fait, il y a des parties publiques d'un corps d'enfant? C'est quoi les parties privées? La plante des pieds? Le milieu du dos? À votre avis? De quoi parle-t-on à ces gosses? Je laisse là l'UNESCO et je vais aller voir un certain Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, dont notre ami m'a parlé l'autre jour parce qu'il voulait dire que j'étais écrivaine. J'ai dit non, moi je suis écrivain. Bah oui, mais il paraît que c'est le Haut Conseil. Bah oui, mais le Haut Conseil, je ne dirai pas le mot, je vais rester poli. Donc le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, le HCE, a été créé en 2013 par François Hollande, soi-même, il restera dans l'histoire, et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui restera dans l'histoire aussi, dans le but d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité. Alors, bis repetita placent, le droit est le même pour tout le monde. Le droit des femmes, je ne connais pas. Personnellement, je ne connais pas. Et l'égalité, c'est un machin que j'ai jamais entendu réclamer par personne, sauf par les féministes. Et comme je ne suis pas féministe, moi je ne réclame pas l'égalité. Il y a une égalité que je conçois, il y en a quelques-unes. Il y a l'égalité devant Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des hommes supérieurs aux autres. Ça, c'est une égalité mais il n'y a pas besoin du droit pour la faire valoir. Il y a l'égalité devant le service public. Ça, c'est un truc qui n'existe plus. Il fut un temps où les Français étaient égaux devant le service public. Le reste, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais j'en veux pas, moi. Je veux pas être comme un homme, moi. Je connais pas d'homme qui a envie d'être comme moi non plus. Restons différents, très bien comme ça. Ah oui, mais attendez, ni de l'égalité, c'est pas la similitude. Ben si. Ils veulent que les hommes deviennent des femmes et que les femmes deviennent des hommes. Vous connaissez des gens qui ont envie de ça, vous? Alors je vais vous raconter un truc. C'est rigolo parce que quand vous lisez ce rapport, que je vous reconseille vivement d'aller chercher, vous allez comprendre l'originalité de ces folles. C'est écrit que par des femmes. Ça. De toute façon, on connaît, on a les signataires. Je ne vais pas donner des noms parce que allez les chercher, vous les trouverez. Si je vous dis, je vais faire une petite aparté, vous allez comprendre. Si je vous dis les élèves scolarisés dans cet établissement, si je veux dire qu'il y a que des filles comme élèves, je vais dire les élèves scolarisés E accent aigu, ES, d'accord? Bon. Si j'ai dit les élèves scolarisés E accent aigu S dans l'établissement, ça veut dire qu'il y a sûrement des garçons, mais il y a peut-être des filles. D'accord? Bon. Si je veux dire qu'il n'y a que des garçons, je suis obligé donc de spécifier. Mais si je veux dire qu'il n'y a que des filles, je mets un E après le accent aigu. Et tout le monde a compris. Bon, ça marche comme ça fait des siècles que ça marche comme ça l'orthographe. Puis personne ne s'est jamais plaint. Moi, j'ai jamais vu des manifestations de bonnes femmes en disant on veut absolument. Bon. Arrive le féminisme, on va changer la grammaire. Alors on est infichu d'apprendre à lire et à écrire aux gosses, mais on va réformer la grammaire. En 2016, dans le rapport relatif à l'éducation à la sexualité, nous y reviendrons, remis à Najat Vallaud-Belkacem, qui était à l'époque à l'Éducation nationale, et Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Ministre des familles, avant on était ministre de la famille, c'était dans le temps, de l'enfance et des droits des femmes. Il y a 136 pages dans ce rapport, que j'ai lu intégralement. Partout où c'est possible, on a corrigé l'inadmissible inégalité de la grammaire. Pourquoi? Parce que. Dites-vous bien que parce que est la seule réponse. Mais comment? Ah, je vais vous expliquer. En bon français,
on devrait écrire « destiné à la fois aux acteurs du sport, qu'ils soient pratiquants, dirigeants ou supporters, etc. etc. » Bribe de phrase, « destiné à la fois aux acteurs du sport, etc. » La version féministe donne « destiné à la fois aux acteurs.ris.s du sport qu'ils.l soit pratiquants.e.s, dirigeants.e.s ou supporters.ris.s ou, en vous le disant comme il faut, destiné à la fois aux acteurs et aux actrices du sport qu'ils ou elles soient pratiquants ou pratiquantes, dirigeants ou dirigeantes ou supporters ou supportrices. C'est une demande des professionnels.l.e et associations qui nécessite d'être davantage impliqués .e.s et soutenu.e.s, une.1.e intervenant.e extérieur.e spécialisé.e barre une.e professionnel.e de l'éducation nationale. Alors si c'est fait pour qu'on vous lise agréablement, c'est raté. Ça alourdit la lecture et ça exaspère le lecteur, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Dans leur fameux texte de 136 pages, il y a 3700 paragraphes, j'ai trouvé 900 occurrences de ce truc-là. C'est illisible. C'est-à-dire qu'en plus, pour les contrer, il faut s'infliger le supplice de lire leur grammaire à la... J'ai rien dit. J'ai remarqué un truc. Quand ils disent jeune, il n'y a pas de féminin. Je pense qu'il faudrait trouver autre chose. Parce que jeune, oh non, c'est discriminatoire. Or donc, entrons dans le rapport, une fois terminée la petite remarque sur la réforme de la grammaire. Il est dit dans ce rapport, relativement à l'éducation à la sexualité. Vous comprenez le truc? Avant, on faisait de l'éducation sexuelle, c'est-à-dire qu'on parlait reproduction. Maintenant, on fait de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire qu'on parle de rapport sexuel ou homosexuel, ce qui n'est pas la même chose. Donc, il est dit dans ce rapport qu'il faut répondre aux attentes des jeunes et construire une société d'égalité homme-femme. Non, femme-homme. Ah non, parce qu'alors il y a un ordre. Hein. C'est jamais homme-femme, c'est femme-homme. Je vous dis, c'est les femmes qui ont écrit ça. Répondre aux attentes des jeunes. Depuis quand les adultes sont-ils là pour répondre aux attentes des jeunes? Il me semble que les adultes sont là pour éduquer les jeunes et pas répondre à leurs attentes. Alors évidemment, dans le lot, on répond à leurs attentes, mais on n'est pas là pour ça quand même. J'ai pas envie d'aller à l'école. Ben oui, mon chéri, ben non, ben reste là. Ben oui. Moi, j'ai pas envie d'aller au boulot, d'ailleurs, je vais pas y aller non plus. Hein? C'est ça l'éducation. Répondre aux attentes des jeunes. Et à quel titre doit-on éduquer à la sexualité et surtout à l'école? L'éducation à la sexualité, c'est, j'ouvre les guillemets, je fais une citation, une manière d'aborder l'enseignement de la sexualité et des relations interpersonnelles qui soit fondée sur l'égalité des sexes et des sexualités. C'est quoi l'égalité des sexualités? Nous revoilà à la promotion de l'homosexualité. L'égalité entre les sexualités, c'est hétéro ou homo ou bi ou toutes les déviances. Les sexualités, ce sont toutes les déviances. Puisque vous avez compris que l'hétéronormativité est discriminatoire, donc maintenant on va mettre sur le devant tout ce que l'hétéronormativité, c'est-à-dire la sexualité normale, récuse par son existence même. D'autre part, là je voudrais dire quelque chose qui me semble très important. L'homosexualité est un contresens. On ne peut pas être homosexuel, puisqu'il n'y a pas de sexe sans sexe opposé. Donc il existe des gens qu'on appelle homosexuels, dont je ne nie ni l'existence, ni le droit rigoureux à vivre comme ils l'entendent. Il ne s'agit pas de ça, mais ça n'est pas de l'homosexualité. Il n'y a pas de sexe sans sexe opposé. Il y a perversion du vocabulaire. Et l'égalité des sexes, c'est un contresens total. Il n'y a pas d'égalité ni dans les faits, ni souhaitable, ni revendiquée. Qui réclame l'égalité des sexes? Ça n'a pas de sens. Le but, c'est pas de rendre les sexes égaux, c'est de gommer les différences entre les sexes. Ça, c'est un programme. Ça, c'est un programme. Et M. Attali s'en est vanté. Il dit que nous allons vers une humanité unisexe. Moi, j'en veux pas, personnellement. Je n'en veux pas. Et alors, une éducation fondée sur l'égalité entre les sexes et fondée sur l'égalité... sur l'égalité des sexes et des sexualités et adaptée à l'âge. Ah, quand même, c'est-à-dire qu'on va faire une éducation sexuelle dans le but
de gommer les inégalités, et on va faire ça adapté à l'âge. Mais quel âge, s'il vous plaît? Quel âge, au fait? Cherchez pas, on ne vous le dira pas. Par contre, vous savez ce qu'on commence à inculquer aux gosses à partir de 5 ans. D'accord? Et le tout basé sur des informations scientifiques. Savez-vous ce que c'est que des informations scientifiques en matière de sexualité? En matière de sciences sexuelles, il y a un nom que vous devez connaître, c'est Alfred Kinsey. Alfred Kinsey est un chercheur en entomologie, spécialiste des guêpes, de l'université de Bloomington aux États-Unis, qui dans les années 40 et 50 a bouleversé la société mondiale en publiant 2 rapports, un rapport sur la sexualité des hommes et un rapport sur la sexualité des femmes, dans lequel il a révélé aux Américains d'abord, ensuite aux Européens, ensuite au reste de la planète, que ce que vous croyez être une sexualité normale est un tissu d'hypocrisie. Tout le monde couche avec tout le monde, les pires perversions sont monnaie courante, l'avortement commence dès le plus jeune âge, toutes les femmes prétendument vertueuses trompent leur mari et les hommes normaux ont des expériences homosexuelles à tout va. C'est ça le rapport Kinsey. C'est ça la science. Kinsey était un imposteur, Kinsey était un menteur, Kinsey était payé par l'Institut Rockefeller qui avait décidé de renverser les sociétés occidentales chrétiennes. Kinsey a menti, Kinsey a bidouillé, Kinsey est un monstre. Kinsey est un monstre. Madame Judith Reisman a lutté pendant 30 ans de sa vie pour dénoncer les horreurs de l'Institut Kinsey. Son livre vient d'être publié chez Contre-Culture, qui est mon éditeur, c'est-à-dire Alain Soral en l'occurrence, et on peut maintenant connaître l'énormité du travail de Judith Reisman pour dénoncer les atrocités du rapport Kinsey. Tenez-vous bien, Kinsey est la référence de tous ces textes concernant la sexualité. Tout part de Kinsey. Renverser le mythe Kinsey, tout ce qui touche à la sexualité, à la politique touchant à la sexualité, s'écroule. Rien ne tient. Il n'y a eu aucune recherche scientifique de fait. La sexologie est basée sur Kinsey. La sexologie n'est donc pas une science. Il n'y a jamais eu de rapport scientifique sorti de l'université de Bloomington portant l'estampille de Kinsey. Tout ça, ce sont des rapports truqués, obtenus par la terreur et dans la perversion la plus totale. Tous les agents recrutés par Kinsey pour faire des enquêtes étaient tenus par des chantages à leur vie intime. Tous. Il organisait des orgies, c'était un pédéraste. Il organisait des orgies avec des grandes spécialités sadomasochistes et il avait organisé dans son grenier une salle hyper insonorisée pour pas que de l'extérieur on entende les hurlements de douleur des adeptes des chaînes, des pics et des fouets et autres. Eh bien, ce fameux Kinsey a commis un crime parmi les crimes. Il a dit « les enfants sont sexuels dès la naissance ». « Children are sexual from birth ». Il a raconté, statistiques faussées à l'appui, que dès la naissance, un enfant était susceptible d'avoir des orgasmes. Pour obtenir ces résultats, il a fait violer par ses chercheurs des centaines et des centaines de gosses. Et quand les enfants hurlaient, il notait orgasme. Quand les enfants s'évanouissaient, il notait orgasme. Quand les enfants avaient des convulsions, il notait orgasme. Kinsey est un violeur d'enfants, l'Institut Kinsey est une institution criminelle, toute la politique sexuelle mondiale est fondée sur le rapport Kinsey. L'Institut Kinsey est l'institut sur la recherche du genre notamment. L'Institut Kinsey a ses entrées aux Nations Unies, l'Institut Kinsey est partout. Eh bien, ce fameux rapport du Haut Conseil de l'égalité dit que Kinsey est une référence et qu'on peut sexualiser les enfants, que les enfants sont sexuels dès la naissance. Et ils veulent promouvoir des informations scientifiques sur le sexe, d'accord ? Si c'est scientifique, ça passe, vous êtes d'accord ? Et qu'est-ce qu'on va opposer à scientifique ? Les jugements de valeur. Donc ils veulent promouvoir une éducation sexuelle sur des informations scientifiques, la science c'est Kinsey, et sans jugement de valeur. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des jugements de valeur concernant le sexe ? Excusez-moi, mais pourquoi la morale doit-elle exclue de ce qui ne peut pas se vivre sans la rencontre avec l'autre ?
Il n'y a pas de relation sexuelle sans partenaire. Si vous excluez la morale, vous la remplacez par quoi? Comment peut-on envisager une sexualité sans morale? Mais c'est la jungle. Cologne, 31 décembre 2015, vous vous souvenez? C'est ça les droits sexuels des migrants. Ne vous inquiétez pas, on les a briefés. Ils ne sont pas arrivés comme ça, les gars. Ils avaient les migrants qui se sont rués, pas seulement sur les Allemands à Cologne, sur toute l'Europe du Nord, partout. Il y a eu des milliers de plaintes. Ils avaient tous, ils arrivaient par groupe en rang serré, ils coinçaient des femmes, et ils avaient tous dans la poche des insultes abominables traduites de leur langue dans la langue des femmes agressées. Vous ne croyez pas qu'on avait préparé le truc quand même? Donc on va promouvoir une sexualité sans jugement de valeur. Alors que s'il y a vraiment un domaine dans lequel la morale s'impose, c'est quand même bien là, non? Donc sans jugement de valeur, ça veut dire qu'on va abolir la morale. Merci la République. On fait le constat que les cours prévus par la loi, ça fait longtemps que les lois sur l'éducation sexuelle obligatoire sont passées, c'est pas nouveau, mais on fait le constat que les cours sont prévus et qu'ils ne sont pas fournis aux élèves. Ah, là il y a un problème. La loi n'est pas appliquée. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, je les cite. C'est plus largement la société tout entière qui manifeste des blocages à ce sujet. Merci de le reconnaître. Ça veut dire que les Français ne sont pas d'accord. Donc on va leur imposer. Ça veut dire que la société ne veut pas de leur éducation sexuelle à l'école. Et ils le savent. Alors ils vont contourner l'obstacle. Ils vont le faire en douce, pendant que vous ne regardez pas. Ils disent « On observe en effet en France une difficulté à reconnaître la sexualité des jeunes et à en parler de manière sereine et équilibrée. » Alors la façon dont ils en parlent, eux, de façon sereine et équilibrée, excusez-moi, c'est eux, le calme et la sérénité et l'équilibre. Allez jeter un œil à École et Sexe, vous allez voir les horreurs en couleur qui mettent sous les nez des gosses. Épouvantable, c'est épouvantable. Le déficit de cette reconnaissance sociale se traduit notamment par une approche de la sexualité des jeunes, le plus souvent sanitaire, restrictive et moralisatrice. Eh bien d'accord, moi sanitaire je veux bien, la santé ok. Restrictive, ben oui, on va mettre des limites. Parfaitement, on va mettre des limites. Et moralisatrice, eh bien oui, parfaitement. C'est l'idée de bien et de mal qui doit être présente dans tout ce qui touche à la sexualité. Eh bien c'est ça qu'ils veulent détruire. Il est temps de changer de paradigme et de parler d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement. Le sexe, c'est pour avoir du plaisir. Si, ils le disent tout le temps. On a un sexe pour jouir. Je résume, on a un sexe pour jouer avec. Ah bon? Pas pour se reproduire? Pas pour donner la vie? Non, c'est marqué nulle part ça. La reproduction de l'espèce, elle n'est pas dans leur programme. La rencontre avec l'autre, l'unique, elle n'est pas non plus dans leur programme. La construction d'une vie à deux, ah non. De quoi vous parlez? On parle de sexe là, on parle de plaisir, on parle de jouissance. Et en quoi l'école se mêle-t-elle de diffuser ça? C'est l'école corruptrice de mineurs. C'est une demande forte des professionnels et associations qui portent dans les territoires l'éducation à la sexualité, souvent de manière innovante et qui nécessite d'être davantage impliqués et soutenus. Eh bien, vous avez compris, c'est une demande des associations LGBT qui veulent absolument intervenir partout et c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas une demande des familles. Alors, entre la demande des familles et la demande des LGBT, qui croyez-vous que le gouvernement socialiste va satisfaire? Sur le fameux site enseignementrecherche.gouv.fr dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est dit la sexualité. Qu'est-ce que la sexualité? Parce qu'ils le définissent quand même, ils veulent en parler, donc ils le définissent. La sexualité, c'est l'ensemble des comportements combinant la recherche de l'excitation et la recherche du plaisir. Ah bon? La sexualité concerne la reproduction de l'espèce et la perpétuation de la vie, que je sache. Que ça donne du plaisir, ben ça on a compris, c'est parce que la nature est bien faite. Et le but de la sexualité, c'est pas de s'amuser, c'est de se reproduire. C'est de continuer la vie. C'est marqué nulle part. Le but de la sexualité, c'est de jouir. Mais ils sont pas bien. Mais ils sont cinglés.
La sexualité est un aspect central de l'être humain. Alors là c'était la citation de enseignement.gouv, l'enseignement supérieur là. Mais là, le HCE, le fameux Haut Conseil à l'égalité, ils disent « La sexualité est un aspect central de l'être humain ». Bah attendez, l'être humain, puis l'être pas humain aussi. Hein. Sexualité, c'est aussi les plantes, puis c'est les animaux. Non, c'est un aspect central de l'être humain tout au long de sa vie, et ça comprend le sexe, la sexualité comprend le sexe, les identités et les rôles socialement associés aux femmes et aux hommes, de quoi je me mêle, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité, et la reproduction. Ah quand même. La reproduction pour l'interrompre, hein. Parce que alors là, la promotion de l'avortement, je ne vous raconte pas, mais ça c'est une autre conférence. Parce qu'elle touche à l'intimité, au corps et aux relations interpersonnelles, parce qu'elle peut être une source de bien-être comme de violence, la sexualité ne peut être cantonnée ni à la sphère familiale, ni au domaine médical. En quel honneur? De quel droit affirme-t-on des choses pareilles? En quoi l'État a-t-il le droit de s'ingérer dans l'intimité, la relation interpersonnelle et le bien-être des individus? Mais ce sont des programmes du gouvernement en place, ça. L'école seule peut apporter un programme débarrassé de ces considérations natalistes et moralistes. Grâce à l'école, on va apprendre qu'on peut faire du sexe sans faire d'enfants, et Dieu sait si l'avortement va être promu. L'avortement est possible chez des mineurs à l'école sans autorisation de leurs parents. Une gamine de 15 ans qui se retrouve enceinte peut avorter à l'infirmerie de son école. Ses parents ne le sauront jamais. Ah, elle a le droit de demander l'autorisation à son père. Mais si elle n'a pas envie, elle ne le fait pas. Vous voudrez elle fait quoi la gamine? Hein? On ne lui a pas interdit de demander l'autorisation à son père. C'est bien. Et j'ai vu passer des recommandations aux infirmières et aux sages-femmes. Vous croyez qu'une sage-femme, c'est fait pour accoucher des femmes, ben maintenant c'est fait pour les avorter. J'ai vu passer les lois, j'ai vu passer les textes. Tout est là-dedans. Pas tout, non, pas tout. Parce qu'on m'a demandé de faire un petit bouquin, disons l'essentiel, avec les pistes pour aller chercher. Donc on va débarrasser l'éducation sexuelle de considérations natalistes et moralistes. On va promouvoir chez les enfants, allez-y, couchez devant, derrière, avec celui-là, avec celle-là, en groupe. Attendez, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est du crime. Et il demande une enquête sur le risque d'instrumentation religieuse des questions liées à la sexualité. Et oui, il reste des gens qui croient en Dieu et qui croient qu'il est une morale qui soit supérieure à toutes ces considérations-là. Ben, on va les combattre. On va les combattre. Et c'est justement leur rôle de dire le bien et le mal, sinon qui va le dire? Depuis qu'on a retiré l'Église de la sphère publique, ça va de mal en pis. On est quand même là pour le constater, oui ou non? Et si ce n'est pas le rôle de l'Église, c'est le rôle de qui? Qui va prendre ce rôle? Qui a désigné les rédacteurs de cette folie pour nous dire les nouvelles normes morales à enseigner aux gosses? Il y a bien des gens qui tirent les ficelles et qui donnent des ordres. Qui sont ces donneurs d'ordre de cette horreur? On ne saura pas, c'est la religion maçonnique qui ne dit pas son nom et qui se cache. On a remplacé une religion que tout le monde connaissait par une religion qui se cache. Conclusion, on va aller harceler les gosses à l'école pour leur apprendre des pratiques qui ne les regardent pas et les culpabiliser sur le malheur supposé des homosexuels par leur faute. On va sexualiser les enfants dès la maternelle. On va leur apprendre qu'ils ont le droit de choisir, de dire non, donc de dire oui. On va retirer aux parents l'autorité pour leur laisser seulement le rôle de conseiller et on leur explique qu'ils ont un sexe pour jouer avec. Eh bien, les pédophiles n'ont plus qu'à passer et se servir.